اللي سقطت من العار وصرت يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir. Nous allons parler littérature, belle littérature, avec un personnage majestueux que je vous propose de découvrir dans une seconde avec Michel Yin, premier roman, avec La Delouïcha aux éditions Farago. Très beau roman. Merci. Vous comprendrez pourquoi dans une seconde. Nous allons parler BD, mais cet objet n'est pas une bande dessinée signée Guibert, Lefebvre et Lemercier, parce qu'il y a là un auteur de bande dessinée, bien sûr, mais également un photographe. Il y a MSF, Médecins sans frontières, et il y a Lemercier pour les images et la mise en page. On en parlera dans cette émission et dans Manière de voir. Deuxième partie de l'émission, nous recevrons Lison Pinet. Elle est auteure, elle est metteur en scène et elle est comédienne dans un spectacle actuellement à Paris qui s'appelle Liso. Ensuite, avec la complicité de Mine du magazine littéraire, nous recevrons Philippe Ségur pour Seulement l'amour, publié chez Buchet-Chastel. Musique également, bien sûr, comme toujours et comme depuis des années dans cette émission, avec ce soir Aldo Romano et Abdel Rahman El Bacha. Manière de voir pour commencer cette émission, vous connaissez bien sûr le principe, l'un écoute les autres et vice-versa. On commence avec vous, Michel Yin, pour un roman, un premier roman, qui s'appelle La Delouïcha, aux éditions Farago. Et première page de ce roman, je lis ceci. Ceux et celles qui ne se sont jamais remis de leur enfance, ceux et celles qui n'ont jamais pu parler parce qu'ils n'ont jamais été écoutés, ceux et celles qui étouffent de ces mots rentrés, pourrissant dans leur gorge. Ces mots sont de Charles Julier, dans Lambeau, qui est le roman de Charles Julier consacré à sa mère adoptive et à sa mère, morte dans les hôpitaux psychiatriques, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy avait décidé d'affamer les malades mentaux. Cette phrase est importante parce que dans votre vie, Charles Julier est important. Et que dans la vie de ce roman, Charles Julier est important. J'aimerais que vous me disiez pourquoi. D'abord parce que Charles Julier, c'est une rencontre, la rencontre d'un écrivain que j'ai d'abord découvert par Lambeau, justement, la lecture de Lambeau qui m'a énormément touchée, bouleversée même. Après, je suis entrée dans la lecture des autres titres de Charles Julier, puis de son journal, qui, à plus d'un titre, m'a aidée, soutenue, et m'a fait évoluer. Vous n'êtes pas la seule. Et ça me touche beaucoup de parler de Charles Julier parce que j'ai eu la chance de le rencontrer également et de voir que la personne était à l'égal de son œuvre, en fait, une personne, un humaniste, personne très humaine. Pourquoi l'avez-vous rencontré parce qu'un jour, l'anonyme que vous étiez a remis un manuscrit à son libraire. Et ce manuscrit, c'était la Delouïcha. Et aujourd'hui, vous le connaissez, et on imagine très bien que il ait été enchanté par ce texte et qu'il vous est recommandé à l'éditeur. Oui. Ça s'est fait de manière aussi anonyme que ce que je viens de dire. On dépose un jour un manuscrit à l'attention d'eux. Ah oui, parce que j'écrivais depuis de nombreuses années. J'avais envoyé des romans, des histoires à des éditeurs plusieurs fois. Et j'avais écrit plusieurs versions de la Delouïcha, c'était la dernière. Et j'étais dans une période où je doutais complètement de ce que j'avais écrit et de ce que je pouvais réussir à faire avec mon écriture. Et donc,
l'idée de faire parvenir ce manuscrit à Charles Julier était ma dernière porte de secours. En fait, je voulais simplement savoir ce qu'il en penserait. Je n'avais pas d'autre ambition à ce moment-là. Et le résultat est là. Il s'appelle La Delouisha. La Delouisha veut dire la simplette. Oui. Et je disais tout à l'heure avant le journal, vous présentez un personnage majestueux. Cette femme existe aujourd'hui. Elle vit dans la banlieue de Lyon. Elle vous a raconté son histoire et vous la transcendez par l'écriture. Et cette histoire commence par son enfance. Et voici comment vous, Michelien, vous écrivez. Le matin, elle s'échappe. Elle marche toute la journée. Elle court par les chemins sans savoir où elle va. Elle court, elle parle. Elle parle avec les arbres, avec les pierres, avec les chiens, avec les ânes. Avec tout, sauf avec les humains. Les humains sont des êtres malfaisants, on ne peut rien leur dire. Il l'appelle la Delouisha, la simplette, parce qu'elle entend des voix parfois, parce qu'elle devine souvent ce qu'on va lui dire, parce qu'elle ne craint pas les mendiants. Elle évite les rencontres, elle se cache, elle entre dans les lieux de prière qui sont sur les chemins, il y fait frais. Elle se colle contre le mur, la chaleur et la lumière ne l'écrasent plus, le parfum de l'encens l'apaise, elle parle au mur et les murs lui répondent. Comment avez-vous rencontré la Delouisha ? Tout simplement parce que j'ai fait du bénévolat dans une association et qu'elle était venue à ce moment-là essayer de se perfectionner en lecture, enfin d'apprendre à lire plus exactement. Et donc je rencontrais à ce moment-là des femmes qui venaient d'Algérie et avec qui s'établissait un courant de sympathie. Mais avec la Delouisha, ça a été vraiment un élan commun l'une vers l'autre, alors qu'on est très différentes et qu'on a eu des vies aussi très différentes. Et j'ai continué à la voir. Ensuite, à aller chez elle et peu à peu à découvrir que derrière le masque qu'elle présentait, qui était d'une femme encore jeune, élégante, joyeuse, pleine de vie, pleine de générosité, il y avait une vie pleine de douleur, d'humiliation, de souffrance, enfin terrible, oui. Dans cet objet que je tiens dans la main, il y a deux choses. Il y a le portrait de cette femme, de ce personnage, et il y a aussi l'écriture, et il y a votre rapport à l'écriture. Oui. On va laisser cette femme, cette amie, oui, j'imagine, oui. De côté tout de suite. J'ai simplement encore une question à vous poser sur elle. Ce livre, elle le connaît ? Ah bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais elle m'a raconté sa vie, voyant que je prenais des notes et sachant que j'écrivais. Donc avec l'idée, mais c'était une plaisanterie entre nous, qu'un jour un livre sortirait de sa vie. Ensuite, je lui ai lu les différentes versions que j'ai écrites, jusqu'à la dernière, et bien sûr, elle a ce livre entre les mains. Pourquoi lui avez-vous lu ? Parce qu'elle ne peut pas le lire elle-même. L'écriture, la vôtre, comment est-ce que cette patte se travaille ? Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter Charles Julier. Nous sommes en 2002, il est l'invité de l'émission avec Rachida Brakni. Charles Julier. Je voulais savoir ce que signifiaient très exactement les mots que j'employais, parce que je les utilisais quasiment d'une manière scientifique. Je voulais être très rigoureux, parce que pour mener ce travail, il faut être rigoureux. Et donc, je m'étais défini à moi-même d'une manière assez exacte la signification des mots que j'employais, des mots qui étaient pour moi importants. Et donc, voilà, l'écriture a vraiment été pour moi cet instrument de travail sur moi-même. Pourquoi parlez-vous au passé ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile ? Oui, mais bien sûr que je devrais aussi parler au présent, mais simplement ce travail-là a été plus intense pendant les premières 20 années où j'ai commencé à écrire. Et là, bien sûr, c'était un vrai combat. Maintenant, bien sûr que
les choses ne suivent pas avec la même âpreté. Quand on lit Charles Julier, il y a pour évoquer son écriture, je dirais que Julier est quelqu'un qui prend un roc, qui le taille, qui le retaille, qui laisse la pluie l'éroder. Est-ce que vous, dans votre manière d'approcher l'écriture, vous avez le même fonctionnement ? Je ne suis pas aussi exigeante que lui, je pense. Je fonctionne plus par... je me laisse porter un peu par une atmosphère dans laquelle j'entre. Et j'attends d'avoir un rythme. Et ensuite, je me laisse porter par ce rythme. Alors, après, évidemment, il faut revenir... il parle très bien des mots et du travail rigoureux qu'on doit avoir avec les mots, c'est-à-dire ne pas utiliser des termes impropres. Enfin, et ça, c'est un travail sur lequel il faut revenir sans arrêt. Hein. C'est sûr qu'il y a le rythme d'abord, et ensuite, peu à peu, on taille dans les mots, on les choisit, on les change, jusqu'à ce que la phrase corresponde vraiment à ce qu'on a envie de dire. Dans la vie, dans l'histoire de la Delouïcha que vous racontez, il y a donc cette enfance, il y a forcément un moment la guerre, le père qui est emmené, le père de la Delouïcha, qui est le seul auprès de qui elle trouve une attention et un rapport à Dieu aussi. Sinon, sa mère là-bas, sa tante là-bas, enfin, elle est entourée de violence. Vous écrivez de cette manière. Le rythme, la brièveté de la phrase. Il faudra longtemps pour qu'il guérisse, des semaines. Peu à peu, sa mâchoire se desserre. Maman lui donne de l'huile d'olive et du miel avec de l'ail écrasé. Il reprend des forces. Il commence à raconter le trou où il a passé tout ce temps. Un grand trou, de l'autre côté de la forêt. Les soldats les avaient jetés là, le voisin et lui. Il les avait attrapés, le soupçonnant d'être des félagas, sans doute. Les jours et les nuits au fond du trou. Parfois, on leur lançait un quignon de pain. Le froid était terrible. Pour s'amuser, les soldats, de temps en temps, leur pissaient dessus. Ils ne fuyaient pas le jet malodorant. C'était chaud. Juste un peu de chaleur à saisir. Un matin, il s'était retrouvé seul. Le jeune homme n'était plus là. Tout s'était gelé en lui. Il était de plus en plus engourdi. Il attendait la mort. Quand on l'a libéré, il était à bout de force. Maintenant, il n'arrive plus à se lever. Il faut encore l'aider à marcher le jour où passe le tracteur qui va le conduire au village voir un docteur. Comment avez-vous fait pour faire un roman de cette histoire qui, en elle-même, de ce témoignage, est bouleversant? Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Parce que vous n'êtes pas dans la fiction. Oui. Non. Or, ce que vous donnez à lire est une pure fiction. Oui. Oui, je m'en aperçois aux réactions de lecteurs. Mais il y a d'abord le témoignage qui m'a été donné, avec énormément de détails, de répétitions. Et peu à peu, je me suis détachée de ce témoignage. Et j'ai dû éliminer beaucoup d'épisodes. Beaucoup de choses, parce que je me rendais compte que le témoignage ne faisait pas le portrait de cette femme. C'est-à-dire que le témoignage était tellement lourd de malheur qu'il était propre à accabler la terre entière. Et c'était pas ça que je voulais faire. Hein. C'était plutôt le portrait d'une femme qui se montre joyeuse, ouverte, généreuse, sympathique dans la vie. Et ce portrait, je ne pouvais le faire qu'en passant par le roman, c'est-à-dire en l'accompagnant de près, caméra sur l'épaule, juste derrière elle, et en faisant abstraction de tous mes a priori, de tous mes jugements,
en me faisant le plus transparente possible pour lui donner à elle entièrement la parole, avec juste ce qu'elle savait au moment où se passe l'événement. Ensuite, évidemment, il a fallu que je fasse des... La vie de cette femme est douloureuse. Elle est méprisée, battue par sa mère. Très vite, elle devient esclave, ou en tout cas tellement domestique que ça en est un esclavage. Et un jour, à 13 ans, elle rentre quand même chez elle parce que son père la sort de cet enfer domestique. Le père a trouvé du travail en Kabylie. Ils sont logés dans une maison à plusieurs étages avec une terrasse sur le toit. Tout autour s'étendent des collines couvertes d'oliviers, de citronniers, d'orangers. On peut voir au loin les hauts sommets de la Kabylie et le mont Djurdjura qui garde sa neige toute l'année. C'est le printemps. La végétation explose dans une exubérance de parfums et de couleurs. Il y a de l'eau partout, des fontaines, des rigoles pour l'irrigation. L'eau chante et se faufile entre le chemin et les vergers. Il y a aussi il y a un peu de souffle hein, quand même. Il y a aussi il y a de la gaieté. Et surtout, au final, il y a une incroyable allégresse de vie. Oui. C'est ça alors que tout est douleur, voilà. Quasiment. Absolument. Si on s'arrête aux événements, tout est douleur. Mais il y a dans cette personne une capacité à saisir les beaux moments. Les beaux moments. J'ai entendu l'autre jour à la radio quelqu'un citer une phrase de Jean-Louis Trintignant qui disait, enfin à peu près, il y a de la joie entre deux douleurs. Et c'est à peu près ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire que entre deux douleurs, entre deux humiliations, entre deux séances de coups, elle est capable de goûter un fruit, d'aimer ses enfants, de rencontrer des personnes avec qui elle va avoir une conversation. Enfin, et tout ça, elle est capable de le saisir et de le déployer en elle, en fait. Hein. Écoutons Jim Harrison. C'est en 2003. Jim Harrison est l'une de vos références, l'un des auteurs que vous aimez. Il parle de la manière dont l'écrivain peut aborder la solitude et surtout peut rencontrer les personnages qu'il met dans ses romans. Le problème, voyez-vous, lorsque vous êtes écrivain, il faut se dire que on est tout seul. C'est un one-man show. Alors, si vous n'avez pas d'amis qui sont là pour partager votre amour de la littérature et accessoirement de la cuisine, du vin, etc., eh bien, vous mourrez de solitude. Donc, ces amis vous arrachent à votre solitude. Alors moi, par exemple, je peux terminer un roman et ma femme me dira, eh bien, va quelque part. Donc, je prends l'avion, je vais en France, je vais chez Gérard, et puis ça va bien. C'est comme ça que je guéris peu à peu. Mais quelquefois, quand j'écris un roman, par exemple, La route du retour, je parle d'un vieillard de 75 ans. Et au bout de 200 pages, je deviens ce vieillard de 75 ans et je commence à marcher comme un vieillard. On devient ces personnages. Commentaire sur ce que dit Jim Harrison. On devient ces personnages. Oui, tout à fait, oui. Oui, d'ailleurs, je crois que je ne pourrais pas écrire sur des personnages auxquels je ne pourrais pas m'identifier. Donc, ce qui veut dire que je partage avec eux ce que tout le monde partage, en fait. Enfin, c'est-à-dire des sentiments comme la solitude, la joie, l'amitié, la peur, la tendresse, enfin... C'est pas si difficile que ça hein, de partager ça avec ces personnages. Voyons comme vous racontez la Delouisha aujourd'hui qui vit dans la région lyonnaise. Elle se raconte encore cela, cette histoire qu'on a évoquée, parfois pendant ces longs après-midi où elle reste sur la banquette sans avoir la force de sortir. Pour aller où d'ailleurs ? Ou alors elle se tient immobile, debout derrière la fenêtre de la cuisine et regarde le flot des voitures sur l'avenue, les barres d'immeubles comme un jeu de cubes, le mouvement incessant de la cité, et dans les lointains, certains jours, elle aperçoit les sommets enneigés des Alpes qui sortent de la brume.
On ne sort pas tranquille de votre livre tellement Ah oui. il vous a pris. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, j'ai été accompagnée par cette histoire pendant des mois et des années. Mais c'est aussi pour ça qu'on écrit. C'est pour être accompagné. Dans l'écriture, il y a cette chose fondamentale qui est la parole, qui est la possibilité d'accéder à l'autre et d'écouter éventuellement ce qu'est l'autre. Une femme est venue voir la belle-mère pour parler d'elle. Elle est jeune, elle doit apprendre le français. La belle-mère ne veut pas, la femme insiste. La conversation dure longtemps et elle écoute en retenant son souffle. D'accord, on peut essayer. Elle essaie de cacher son bonheur. Elle a passé une matinée merveilleuse, comme si enfin elle pouvait aller à l'école. Rien ne lui a semblé difficile. Elle se sentait devenir une autre personne. Elle ne pense plus qu'à la prochaine séance, dans une semaine. Elle se lève à 5 heures. Elle fait le ménage et tout le travail avant de partir, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Puis elle se prépare avec allégresse. Un peu plus loin, la belle-mère s'est plantée devant elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Aujourd'hui et les autres fois. C'est fini, ces histoires-là. La porte s'est refermée. Et aujourd'hui, la Delouisha, qui est une dame âgée, on imagine, ne peut pas... Non, mais je veux dire, ne peut pas lire. Ne peut pas lire votre livre, parce que vous disiez tout à l'heure que vous le lui aviez lu. Vous êtes enseignante. Ce besoin de transmettre, comment est-ce que ça fonctionne avec les autres, avec les élèves? Vous avez dit dans un entretien à l'un de mes confrères lyonnais, voir l'œil de celui à qui on fait découvrir un texte s'allumer. Maintenant, j'enseigne en cours particulier de soutien. Et mon grand plaisir, c'est surtout d'avoir des élèves de classe de seconde et de première qui préparent le bac de français. Et donc de les voir arriver avec leurs textes qu'ils ont étudiés en classe, qu'ils n'ont pas véritablement bien compris, qu'ils ne savent souvent pas résumer, qu'ils ne savent pas situer dans la chronologie de l'histoire de la littérature, et peu à peu d'entrer dans ce texte avec eux, simplement par l'observation, comment ça commence, de quoi ça parle, les mots utilisés, et de voir d'un seul coup que les choses prennent sens pour ces élèves, qu'un monde se révèle à eux, en fait. C'est vraiment de ce domaine-là. C'est très, très gratifiant. C'est la plus belle des récompenses. Je voudrais qu'on termine avec un clin d'œil, et parce que votre texte, même si ce qu'il dit est difficile, est d'abord un texte sur l'allégresse et sur une joie de vivre. Ça me fait plaisir que vous le disiez, me semble-t-il. Je vous propose un extrait du Petit chat est mort. C'est un court-métrage de Fejria Deliba qui date de 1991, et justement sur ces incompréhensions de dialogue et de sens des mots. Regardez un extrait. Donc, dans une HLM, Mona, qui est une jeune comédienne, répète une scène de l'école des femmes, et elle essaie de trouver quelqu'un qui veuille bien lui faire répéter son texte. Et la seule personne qu'elle finit par trouver, c'est sa mère. Voici ce que ça donne. Je dois apprendre ça pour demain. Tu veux bien me donner la réplique, s'il te plaît? Je connais pas la réplique, mais je la réplique. Tiens, toi tu lis ce qui est en rose et moi je lis ce qui est en vert, comme l'autre jour. Je fais. Maman, allez, c'est pas long. S'il te plaît. Laisse-moi, je prépare à manger. Aïe, c'est pas long. Tiens. La promenade belle. Fort belle. Le bonjour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Le chat, il est mort. Le gâteau, ça mate. Je veux que le gâteau, ça mate. Maman, c'est pas le chat d'ici qui est mort, c'est le chat d'Agnès. Quelle nièce, toi? Bah, Agnès, c'est moi. Agnès, c'est moi, maman. Toi, t'appelles Agnès? Mais... laisse-moi tranquille. عايش بنتي عايشك. اختيني منك. Agnès, خلقتيني عايشك. Maman. Maman.
Commentaire? C'est un livre sur l'allégresse et c'est aussi un livre sur la parole. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la phrase de Charles Julier, ceux et celles qui n'ont pas eu la parole, enfin, à qui la parole a été refusée, il y a presque à tous les chapitres quelque chose qui fait référence à la parole, l'échange refusé ou l'échange accepté, proposé, le père qui est le seul qui lui parle, ensuite l'architecte qu'elle va soigner et avec qui elle va développer une amitié parce que justement ils se parlent et ils s'écoutent. Et je pense que là, ce petit film montre à quel point le rôle de la parole est important. La Delouïcha, il aime rire. Elle a un rire énorme qui s'entend de loin. Elle aime les situations cocasses. Elle rit aux larmes, à s'en faire mal au ventre. Avec les vieilles dames, déjà, elle s'est aperçue qu'elle pouvait faire le clown. Elle trouve le mot qu'il faut au bon moment. Elle voit un visage s'éclairer. Ce que vous disiez il y a une seconde chez les élèves à qui vous appreniez les textes. Messieurs, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Michel Hien? Moi, j'ai entendu beaucoup de paroles que je transposais quasi immédiatement à la photographie et à la manière dont j'aime pratiquer la photographie et le reportage. Dans la réflexion, dans le travail que ça demande, dans le temps qu'il faut passer, dans l'écoute qu'il faut avoir, même si on n'utilise pas de mots. Mais il faut écouter d'une autre manière. Et je me faisais cette réflexion que finalement le travail d'un photographe ou d'un photojournaliste, d'un photojournaliste se rapproche plus de celui d'un écrivain que d'un journaliste au sens strict, dans la démarche que j'aime faire. Emmanuel Guibert? Moi, je n'ai pas non plus d'effort à faire pour me sentir en grande fraternité avec vous. Vous êtes quelqu'un, effectivement, qui s'est mis à l'écoute d'une personne que vous avez rencontrée par hasard, si j'ose dire, et qui est devenu quelqu'un de très important dans votre vie et qui a conditionné des années de votre existence, qui vraisemblablement comptera pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est ce que je recherche, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'est arrivé, avec des gens que j'ai croisés, qui n'avaient pas le souci ou la possibilité éventuellement de raconter eux-mêmes leur histoire, et qui néanmoins avaient cet appétit de se confier à un autre, et ce bonheur de voir que cet autre le comprenait et essayait de transformer cette parole en quelque chose de transmissible. Donc voilà, si cette table ne nous séparait pas, on se sauterait dans les bras. Démonstration dans une seconde avec Guibert Lefebvre et Le Mercier. Moment musical dans cette émission, on va écouter Aldo Romano. Aldo Romano, c'est d'abord un instrumentiste, batterie, guitariste. Il a joué avec Keith Jarrett, par exemple, ou Joachim Kuhn. Il est également compositeur, il a écrit pour Nougaro. Et aujourd'hui, il s'attaque à la chanson. Il édite un disque comme chanteur. Premier extrait de cet album, Aldo Romano chante « Les enfants s'ennuient le dimanche », c'est de Charles Trenet. Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. En knickerbocker ou en robe blanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tartine, pâtissier pas plus que les bois n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman le croit. Da 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 ya da da ya da ya da 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 di da da
Ta-da-ya-da-da. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin. Il n'y a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Les enfants s'ennuient le dimanche. Aldo Romano qu'on retrouvera tout à l'heure. Guibert, Lefebvre, Le Mercier, le photographe, le tome 3 sort dans quelques jours. Il y a dans ces albums, messieurs, des photos, du texte, des dessins, et il y a même 40 minutes de DVD, journal filmé d'une mission en Afghanistan par Juliette Fourneau. Donc, ma première question est la suivante. Qu'est-ce que c'est, ces 3 albums? Le troisième raconte la fin de cette histoire, l'histoire en question étant un reportage d'un photographe en 1986 avec MSF en Afghanistan, entre le Pakistan et l'Afghanistan, au moment d'une sale guerre menée par les Soviétiques. Pourquoi ces 3 formes différentes? La photo, le DVD et le dessin, plus, avec Le Mercier, la mise en page et la couleur. Emmanuel Guibert, c'est le... Moi, je dirais que c'est avant tout un récit. Et que sa forme naît de nos métiers respectifs, c'est-à-dire que nous, on est copains depuis belle lurette, tous les deux, et on se raconte nos vies et nos expériences communes. Et, vous êtes le dessinateur, lui est le photographe. Ouais, voilà. Donc, alors, à droite de l'écran, voilà, vous avez le dessinateur et à gauche le photographe. Donc, Didier et moi, on a fait comme madame avec son ami, on s'est retrouvés régulièrement pour se parler, et il y avait un certain temps que j'avais envie de faire quelque chose avec lui. Et puis on a jeté notre dévolu sur cette première grande mission photographique qu'il a effectuée en 1986 pour le compte de MSF et accompagnant une équipe de Médecins sans frontières. Dont voici Juliette, on vient de le voir. Voilà, en Afghanistan, dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques à l'époque. Et c'est une mission qui a, il le dira, énormément marqué son existence. Il l'a raconté très bien. Et je lui ai suggéré qu'on mêle nos savoir-faire tous les deux pour la partager avec d'autres. Et j'avais d'emblée l'idée de faire une bande dessinée, donc, mais qui associerait à mon travail d'auteur, écrivain et dessinateur les photographies de Didier, les photographies étant là pour, en quelque sorte, vérifier, si j'ose dire, le récit. L'idée étant que la bande dessinée mette le lecteur au seuil de chaque image dans les meilleures conditions de compréhension possible de ce qui se passe à l'intérieur. Et pour vous, le photographe qui va sur le terrain en 1986, à l'époque, je crois que vous prenez 4000 photos, 6 sont publiées dans le journal Libération, et plus de 20 ans, ou 20 ans tout juste plus tard, vous revisitez ce qui a sans doute dû être votre premier reportage photographique. Alors voilà, c'est-à-dire que une vingtaine d'années après, cette histoire séduit Emmanuel et je la lui re-raconte en lui montrant les photos, le doigt sur les planches contact. Il vous enregistre? Il m'enregistre avec son petit magnétophone qui ne marche pas bien, pourri, je ne sais pas. Et photo à l'appui, lui, il a l'impression de lire une bande dessinée en regardant mes planches de contact. Et il me dit cette phrase tout simple, parce que tout est très simple avec lui. Il dit, il n'y a qu'à mettre des dessins là où tu n'as pas fait de photos, emballer, c'est peser, on va voir du puits. C'est aussi facile que cela? Alors j'ai pu constater que non, parce qu'il suit 100 EO pour... c'est fini, il a su 100 EO. Ça. Non, c'est pas facile. Mais surtout, moi, ce qui me... la première proposition m'a un peu choqué parce qu'il prétendait montrer tout. Autant j'avais publié très peu de photos autour de ce voyage, comparé au travail que ça représente, autant lui, il disait, il faut toutes les montrer.
Et ça, c'est une chose qu'un photographe a du mal à accepter parce que les planches contact, c'est un secret, c'est les brouillons d'un écrivain. Et donc, voilà. Mais ma réserve a duré quelques 2 minutes. Et ensuite, je lui ai confié un paquet de planches de contact comme ça, qu'il a eu chez lui pendant 4 ans, 3 ans ou 4 ans, qu'il m'a rendu il y a 15 jours, et dans lesquelles il a fouillé. Et il a fouillé et il avait totale liberté de choisir ce qu'il voulait. Alors, ces planches contact étaient éditées par moi, elles étaient annotées, il y a du rouge partout, elles sont parfois même abîmées, trouées. Il a gardé mon choix de photos. Et autour, pour constituer l'histoire, se sont greffées les photos intermédiaires, les photos qui racontent. Et la première vraie photo n'apparaît qu'à la page 74 du premier album. Qu'appelez-vous une vraie photo? Enfin, la photo qui apparaît comme telle, pleine page, et on se dit, ça c'est une photo choisie. Les autres sont... les autres, c'est le brouillon, quoi. C'est du brouillon. Ouais. Et donc on voit bien qu'il y a un travail de maturation. Au-delà de ça, messieurs, vous avez dans ces 3 albums un travail d'ethnologie, au-delà du reportage. Je pense, par exemple, à ce que dit Sylvie, qui vous raconte ceci, par exemple. Sylvie, vous parlez avec elle, elle est infirmière, je crois. Hein. Oui. Tu sais, on dit par cynisme que les patients des chirurgiens meurent guéris. Mourir guéri, évidemment, ça n'intéresse personne, mais mourir soigné, c'est autre chose. Il arrive que les gens meurent entre nos mains pendant l'opération et qu'on ne puisse rien faire. Eh bien, la famille nous remercie quand même. Il nous remercie en disant « il était malade ou il était blessé et vous l'avez soigné, vous l'avez préparé pour rencontrer Allah, merci ». Donc je dis là travail d'ethnologie, puisque sur ces populations du Pakistan et de l'Afghanistan, vous racontez aussi le voile, vous racontez aussi la guerre, et vous racontez aussi une manière... ou plutôt vous déconstruisez les a priori qu'on peut avoir sur ces populations que vous rencontrez. J'avais à cœur effectivement de raconter l'histoire. J'avais la chance de voyager avec des gens qui connaissaient déjà très bien l'Afghanistan, sa culture, sa langue. Ça, c'est une première chance. Une deuxième, c'était que leurs paroles étaient formidables. Ils avaient sur leur métier, ils avaient sur les Afghans, sur la façon de leur comportement, ils avaient des paroles qui étaient littéralement éclairantes pour moi, qui m'apprenaient beaucoup de choses. Et c'était pain béni. J'avais un pays magnifique, un peuple qui valait le coup qu'on s'intéresse à lui, et j'étais accompagné de gens intelligents c'était le rêve, quoi. J'avais qu'à me laisser porter par ça. Et évidemment, quand j'ai raconté l'histoire à Emmanuel, il a été frappé par tous ces souvenirs que j'avais quand je lui disais ce que Sylvie ou Juliette ou les autres me racontaient. Sylvie, qui est la chef de mission. C'est Juliette, la chef de mission. Sylvie était une infirmière qui connaît très très bien l'Afghanistan. Régis, Robert, tout ça alimentait le récit, quoi. Et c'est vrai que j'apprends quelque chose que je ne savais pas à l'époque. J'apprends que entre MSF et les médecins russes, de l'autre côté, il y avait échange de radio et échange de patients. De patients. Transmission de patients, de lettres. Et donc aujourd'hui, on apprend encore. Pour moi, c'est une information. Je ne savais pas qu'il y avait ces échanges. J'ai pu constater que des situations qu'on croit connaître, comme la guerre ou la vie d'un photographe, en fait, n'ont concrètement rien à voir. Il y a effectivement, Robert envoyait des patients avec une lettre de médecin à médecin et il recevait une réponse. Ça veut dire qu'il l'envoyait à un médecin russe d'une garnison soviétique voisine qui donc savait pertinemment qu'il y avait des médecins à MSF. Mais jamais ils n'ont été embêtés, gênés. Les choses ne sont pas aussi manichéennes que ça. De même, un reportage photographique n'est pas la vision idyllique qu'on peut en avoir d'un reporter qui passe d'un hôtel 5 étoiles à une rue à feu et à sang et qui rentre le soir au bar et qui recommence le lendemain. C'est très concrètement un pauvre gars qui a mal aux pieds et qui ne sait pas, qui est un peu perdu et qui finalement doit faire avec ça, quoi. Et c'est moins glorieux. Mais c'est la réalité concrète, quoi. Sur la justesse du propos, Emmanuel Guibert, je vous propose d'écouter Raymond Depardon. C'était en février 2002.
Raymond Depardon évoque la manière d'être juste par rapport à son sujet. Écoutez-le. C'est une constante inquiétude pour moi, d'être juste. Oui, je suis très... Enfin, c'est comme peut-être, je ne sais pas, pour vous d'écrire, c'est la justesse, c'est très important. D'être honnête, non, ça m'intéresse. C'est pas très important d'être honnête. Ce que je veux dire, c'est pas ça qui est important. C'est d'être juste par rapport, non pas juste une image, mais d'être juste, je crois. D'être juste par rapport à ce qu'on veut dire soi-même et par rapport aux gens qu'on filme et qu'on photographie. Bon, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire trouver la bonne distance, la bonne place, et puis il y a le montage, etc. Enfin, je me comprends, c'est difficile à dire. C'est que le sujet, quelquefois, peut être un petit peu quelque chose qui peut être une fuite pour un auteur de tout. Quelquefois, c'est comme l'intrigue, si elle peut être importante, mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a plus le style, s'il n'y a plus le contenu, c'est un élan. Alors, Depardon avec Anna Gavalda, comment est-ce qu'on peut être juste quand on a recours à autant de formes différentes? Le dessin, la photo et la vidéo. Comment est-ce que la dialectique fonctionne quand on utilise ces trois supports différents? Il faut la foi du charbonnier un peu au départ, parce qu'effectivement, il n'était pas évident pour moi, quand je me suis lancé dans ce projet, que j'arriverais à faire cohabiter des photos et des dessins. Donc j'ai cherché la modalité de récit qui me permettrait de raconter les choses comme je le souhaitais, c'est-à-dire en montrant beaucoup de photographies, et surtout en montrant cet objet singulier de la planche contact qu'on n'est pas censé voir, et puisque c'est un objet dont la contemplation généralement est laissée aux professionnels, et qui est un objet, dès lors qu'on peut le lire, qu'on a accès à lui, qui est absolument passionnant, parce qu'on y voit de vraies séquences, parce que des photos médiocres cohabitent avec des photos excellentes, et que les deux se valorisent d'être l'une à côté de l'autre. Et je savais qu'il fallait trouver quelque chose, et donc j'ai mené les recherches nécessaires pour essayer d'y arriver. Pour ce qui est de l'image animée, on a souhaité, à l'issue donc de ces trois tomes, puisque le troisième et le dernier, c'est une trilogie, que Juliette puisse revisiter les images qu'elle avait faites à l'époque pendant cette mission avec un caméscope qu'elle avait emporté. Elle avait donc 18 heures de rush au retour de cette mission, qui avait été partiellement montée. À l'époque, elle s'en était servie d'une part pour un passage télévisé et d'autre part pour essayer d'alerter l'opinion internationale et un certain nombre d'institutions. Elle est allée à la Maison-Blanche, elle est allée à l'ONU, elle est allée, etc., pour essayer d'attirer l'attention du monde sur le sort réservé aux populations locales afghanes pendant ce conflit. Il faut dire qu'à l'époque, les choses se passaient dans un blackout absolument total. Donc ces images, depuis, n'avaient pas été diffusées. Elle a bien voulu les revisiter, et c'est une grande fierté pour nous et un grand privilège qu'elle ait accepté ça et qu'elle veuille bien délivrer à la fin de ces 3 livres sa propre vision de cette mission, puisqu'il s'agit de la même mission. Les lecteurs retrouveront familièrement des séquences qu'ils ont vues dans l'album sous forme d'images animées, et c'est donc ce qui fait l'objet de ce DVD qui est présenté à la fin du tome 3. Volonté pour chacun d'entre vous d'être sur la réalité. Et il y a dans cette guerre, nous sommes en 1986, il y a des gueules cassées. Et on le voit sur ces images. D'ailleurs, cet homme aujourd'hui est guéri. Enfin, en tout cas, il a été soigné également en France. Et il a retrouvé apparence humaine. Mais il y a chez vous 3 la volonté de montrer la réalité la plus crue et la volonté de montrer quelque chose que parfois on évite, parfois on gomme. Oui, ça c'est sûr. Je repensais au mot de Pardon. Je trouvais qu'il jouait un peu sur les mots entre juste et honnête. Bon, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut être honnête et juste, c'est plus important. Celui que je mets à part, c'est l'objectivité dont tout le monde veut nous faire croire qu'elle doit exister. Plus personne. Voilà. Mais il y a encore qui croient. Bon. Donc, il faut être honnête et juste. Effectivement, si j'avais fait ce voyage pour raconter l'histoire de ces Médecins sans frontières et de la condition de vie et de guerre de ces Afghans, je n'avais pas rapporté ni montré ces photos-là, ça aurait été malhonnête de ma part. Qu'est-ce que je serais allé faire là-bas? Encombrer un pays, gêner une mission par ma présence. Voilà. Il est important de montrer les choses. Il faut les montrer pas n'importe comment, il faut les montrer avec pudeur. Il faut donc une réflexion. Enfin, c'est ce dont on parlait Michel Yin tout à l'heure.
Et c'est important, mais il faut effectivement montrer, il faut expliquer le contexte, etc. Ce que personne n'a jamais su, c'est que Régis, qui est l'infirmier anesthésiste qui est sur cette photo au chevet du blessé, plus tard, a organisé toute une chaîne pour que ce jeune blessé puisse venir en France, passer 6 mois, subir 4 ou 5 opérations chirurgicales. Il a été accueilli par la ville d'Alès, il est devenu la mascotte de la ville, et il est reparti 6 mois après avec un nouveau visage. Et voilà. Et personne, à part les gens avec qui il a organisé ça, mais je veux dire, ils ne s'en sont pas vantés. Ce sont des gens, c'est toujours des amis, qui travaillent, qui font leur chemin avec honnêteté, justesse. Et c'est vrai que quand on revisite ces années-là, les années de la guerre d'Afghanistan, le travail de ces médecins sans frontières, quel boulot, quelle abnégation, quel courage. C'est proprement incroyable. C'est incroyable, effectivement, ça continue, de leur engagement. Ça continue. De leur engagement et aussi de leur... comment on peut appeler ça ? Il y a une vraie prouesse technique. C'est-à-dire que, concrètement, ils opéraient des gens qui étaient dans cet état-là, ils les opéraient dans la poussière. Et ils les soignaient, et ça guérissait. Ils arrivaient à une asepsie, ils arrivaient à faire des gestes médicaux qui guérissaient. Et alors vous, quand vous avez un furoncle, on vous ouvre le furoncle et il me dit, mais tu ne nettoies pas. Oui. Et donc l'autre, avec son couteau suisse, il... Mais je suis guéri. C'est le... Et ben voilà. Voilà, c'est la preuve. Question... Tirer un coup de chapeau au MSF, je peux me permettre de dire qu'en ce moment, Sylvie, dont vous parliez tout à l'heure, est à Kaboul depuis quelques semaines. Elle a 20 ans de plus, mais sa passion est absolument intacte et son désir d'aider dans le service, de soigner. Elle est à Kaboul en ce moment. Et je note quand même que, et c'est étonnant, dans l'équipe que vous suivez à ce moment-là, aujourd'hui, il y en a au moins 2 qui font du vin et les autres qui se réunissent pour le boire. Pour le boire. Oui. Le vendanger d'abord. Le vendanger. Pour le vendanger. Hein. Et là, il y a quelque chose aussi, c'est tellement autre chose et c'est tellement autrement. C'est-à-dire qu'il y a cette abnégation dont on parlait il y a une seconde, et puis à un moment, la vie bascule et on va faire du vin. C'est-à-dire qu'on va dans la nature et on va dans une nature qui, a priori, est apaisée. Et ça aussi, c'est Régis m'en parlait du vin. Il est né dans le vin, dans une région de vin, et il m'en parlait déjà à cette époque-là. Donc lui, il a suivi sa voie, mais il fait du vin comme il s'occupait des Afghans. Juliette a eu cette réflexion de dire qu'il était auprès de sa vigne aussi soigneux qu'auprès de ses malades. Il est d'une tendresse et d'une douceur avec les malades qui est proprement hallucinante. Quand on voit le gabarit du rugbyman, c'est un rugbyman, il est d'une douceur, d'une précision incroyable. Et quand on le voit dans ses vignes, c'est pareil. Et il s'est associé avec Robert, d'ailleurs, le médecin de cette histoire, et tous les deux, ils font du vin ensemble et ils parlent persan dans les vignes. Didier Lefebvre, le photographe que vous êtes aujourd'hui à Bourlinguer, c'était très loin, c'était il y a 20 ans. Il y a un moment fondamental dans cette histoire que vous racontez, c'est le moment où vous décidez de ne plus accompagner, mais d'être vous-même pour retourner au Pakistan. Il y a là l'un des membres de MSF dit de toute façon, être ici, ça nous apprend à être moins cons. Et vous, on a l'impression aussi que vous vous découvrez à vous-même, vous rentrez sec comme un coup de trick, et vous avez découvert quelque chose, comme tout bon randonneur qui s'explore. Oui, voilà, j'ai découvert... Je savais qu'il y avait quelque chose à découvrir, je n'imaginais pas que ça serait ça, que ça prendrait cette forme-là. Il y avait plusieurs choses. D'abord, ça faisait 3 mois qu'on était en groupe, et en groupe serré, c'est-à-dire sans possibilité d'isolement ni rien, c'était pesant. Deuxièmement, ça faisait aussi 3 mois que j'étais pris en charge. Quand je ne comprenais pas la langue persane, je la comprends pas mieux, mais bon, dès que j'avais besoin de quelque chose, j'avais qu'à demander à mes voisins qu'est-ce qu'il dit et on me traduisait. J'avais besoin de manger, je demandais et on m'apportait ce qu'il fallait. Bon, j'avais envie de me débrouiller par moi-même. En plus, tous ces gens connaissant très bien l'Afghanistan me donnaient la preuve de ce pourquoi ils aimaient les Afghans. Et je me disais, c'est très bien, c'est passionnant, c'est vrai, mais c'est partial. Et puis en plus, je commençais à plus avoir de films et que je me disais, il fallait rentrer. Bon. Et j'ai décidé de rentrer tout seul. Et effectivement, j'ai découvert
une autre facette des Afghans qu'il faut connaître, qui finalement pas un peuple, qui est un peuple évidemment très différent du reste de la Terre, qui a ses particularités, mais enfin c'est pas non plus le peuple idyllique que j'aurais pu penser qu'il était si j'avais pas fait ce voyage de retour. Raquetté, quoi. Voilà, il m'est arrivé des choses. Donc et j'ai découvert ça, et un peu violemment, mais ça a rajusté un petit peu ma vision des Afghans. Ça ne m'a pas empêché d'aimer ce peuple et ce pays, parce que j'y suis retourné souvent. Mais voilà, ça a ajusté un petit peu la vision des choses. Emmanuel Guibert, votre travail, on l'a ici dans cette série, avec une façon de faire qu'on retrouve dans la guerre d'Alan, c'est-à-dire qu'on a un dessin très épuré. Et ici, c'est la confrontation entre le photographe et ce moment du passage du col où il est tellement, où il vire à la folie. Il frappe son cheval, qui est son seul compagnon. Mais dans d'autres dessins, on a l'impression que ce qui vous occupe, c'est la conversation. Autrement dit, le décor n'existe pas ou a tellement peu d'importance. Et ce qui importe, c'est les êtres. Oui, mais bien sûr. Oui, le décor a d'autant moins d'importance dans certaines séquences que je sais que la photo est présente et qu'elle est là pour dire un certain nombre de choses qu'il n'est pas nécessaire de répéter par le dessin. Mais même dans la guerre d'Alan, par exemple, qui est votre travail, il y a beaucoup de blanc. Alors là, c'est une métaphore de la mémoire. Puisque... Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. On va regarder l'évolution de votre travail. Comment est-ce que vous arrivez à passer à des choses très différentes? Ça, c'est une nécessité La fille du professeur, Guibert Sfar, ça c'était chez Dupuis. Ouais. Là, on a des images de la guerre d'Alan à l'association. C'est facile pour un dessinateur de changer de registre à ce point? Moi, j'imagine pas ma vie d'auteur autrement, effectivement. C'est-à-dire que si je me contraignais moi-même à dessiner d'une seule et même manière tout au long de ma vie, je pense que j'en souffrirais beaucoup. Et je ressens la nécessité très régulièrement de débarrasser la table à dessin de ce qu'il y a dessus, pour y poser une feuille blanche et faire des choses que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas encore faites et qui sont en tout état de cause très différentes de ce que je viens d'achever. Donc il y a des collaborations avec des copains qui m'amènent dans des zones... Avec David B, avec Marc Boutavant, avec Johan Sfar, avec toute ma fratrie, là, tous mes copains. Et, avec Sfar les Olives Noires également. Voilà. Donc ça, c'est l'occasion de me laisser guider par des amis qui sont à la fois des amis très proches, en même temps des personnalités très différentes de la mienne. Donc je vais là où ils veulent que j'aille. Et puis il y a un autre type de boulot qui est singulièrement celui des récits, comme Michel, celui des récits des personnes rencontrées, et récits vécus, où là l'important est d'écouter le récit de l'autre au point ensuite de pouvoir raconter ses souvenirs à la première personne. Donc ça implique d'avoir, pour ainsi dire, d'avoir compris et écouté au point d'avoir, pour ainsi dire, vécu ce que l'autre a raconté. Donc ça vient d'un dada que j'ai, qui est d'essayer de prouver, par les moyens de la bande dessinée, de l'écriture et du dessin, que quand deux hommes s'écoutent, ils peuvent se comprendre. Et Alan avait 70 ans quand je l'ai connu, j'en avais 30. Et la différence d'âge a été balayée au bout de 30 secondes chrono. Et ensuite, on a passé les 5 années que la vie nous a laissées pour être copains, à partager un maximum de choses, à s'écouter énormément, à s'apprendre beaucoup l'un l'autre. Et c'est ça que j'essaye de faire passer dans ces histoires. J'ai entendu ces voix qui m'ont modifié, changé, fait évoluer, fait grandir. Et quand je rencontre quelqu'un de qualité dont je sens qu'il ne fera sans doute pas l'effort lui-même de raconter son histoire, je suis pris de tachycardie et je me dis qu'il faut absolument faire quelque chose. Vous allez le chercher? Oui. Carnet de croquis que j'ai en main. Donc, on parcourt votre travail, pas mal d'animaux. Ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend au jour le jour de ce qui se passe. C'est des journaux graphiques où ma vie défile. J'ai commencé cette petite discipline il y a une quinzaine d'années, donc j'en ai énormément. Et c'est la vie comme elle vient. C'est les choses que je vois, qui me plaisent, qui m'intéressent, et que je mets dans mes carnets pour le plaisir de les garder avec moi. Et dans votre actualité, cet objet superbe, papier japonais, est-ce que c'est toujours en parallèle ou est-ce que c'est une évolution, l'atelier Rossignol?
Ça pourrait l'être parce que c'est une technique dont j'ignorais tout il y a encore 2 ans et on m'a ouvert les portes d'un atelier de lithographie à Paris qui s'appelle l'atelier Idem, rue du Montparnasse, et qui est un endroit absolument somptueux. Et là, on m'a gentiment proposé d'y faire ce que je voulais. Et j'ai profité d'un voyage à Kyoto l'an dernier pour réaliser beaucoup de lithographie sur place. Et là où on prend l'avion, là, les écrans descendent du plafond. Vous mangez même. Hein. Il y a les plateaux repas circulent. Et puis on va atterrir au Japon, passer d'abord par Tokyo, ensuite Kyoto. Et donc c'est la possibilité pour moi de dessiner plus ou de dessiner différemment que ce que la bande dessinée me permet de faire d'ordinaire, ce qui est très important, parce que la bande dessinée, je pense que je ne la laisserai jamais tomber, elle m'apporte beaucoup, mais c'est en même temps un travail assez harassant et parfois répétitif. Il est nécessaire, à mon avis, de pouvoir faire autre chose à côté. Et puis c'est aussi l'occasion d'écrire, puisque j'ai pondu une petite nouvelle pour l'occasion. L'écriture, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire, la plupart des livres que vous voyez là, j'en suis aussi le scénariste. Donc, non, ce sont, à mon avis, 2 pratiques qui sont voisines, cousines. On ne peut pas dénombrer le nombre d'écrivains qui ont dessiné et vice-versa. Je crois que c'est pratiquement tout un, l'écriture et le dessin. Michel Guillen, qu'avez-vous entendu de ce qu'ont dit les auteurs du photographe? D'abord, j'ai éprouvé de l'admiration pour l'équipe de MSF et pour le photographe, pour cet exploit d'être allé si loin avec autant de difficultés et autant de risques. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, il y avait quand même des risques. Et puis ensuite, j'ai éprouvé une véritable fraternité dans le travail d'écriture, d'observation et d'approche. Et même, je trouve qu'il y a des correspondances entre nos deux approches, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les planches contact sont tous ces événements que j'ai pu recevoir aussi, c'est pareil, hein, c'est du témoignage. Et après, il y a la réécriture avec le dessin et le photographe qui apparaît, qu'on ne voit pas quand il prend ses photos, mais qu'on voit sur le dessin. Donc le récit est à ce moment-là différent. Et j'ai l'impression de retrouver toutes les étapes d'écriture que j'ai pu connaître. Musique. Abdelrahman El-Bacha, à 10 ans, ce garçon a donné son premier concert avec orchestre. En 1974, il a choisi la France, il a obtenu une bourse, il a fait le conservatoire. En 1978, il a remporté le concours Reine-Élisabeth de Belgique. La presse musicale l'a toujours encensé, qualité de jeu exceptionnelle. On le retrouve dans un extrait de son nouvel album consacré au prélude de Rachmaninoff, Abdelrahman El-Bacha.
Rachmaninov, El-Bacha. Nous ont rejoint Mine du magazine littéraire qui consacre le numéro de janvier à l'année Freud, histoire de la psychanalyse à travers le monde. Et Jean-Louis Hu souligne l'apport freudien à l'histoire de l'humanité. Je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça tire un peu dans tous les coins dans ce domaine. Et Mine, vous avez choisi ce soir d'accueillir avec nous Philippe Ségur, Seulement l'amour, publié chez Buchet-Chastel. C'est le 4e roman, Philippe, que vous publiez chez Buchet-Chastel. Nous a rejoint également Lison Pinet pour un spectacle qui s'appelle Liso, spectacle qui est donné jusqu'à la fin de cette semaine au Zanzibar Hotel. Ouais. Lison Pinet, vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène et vous êtes pour ce spectacle aussi comédienne. On peut dire, pas One Woman Show, parce que je pense que ça n'a rien à voir. C'est du théâtre, c'est un solo. Qui est Liso ? C'est la question. Hein. Liso, c'est un petit être singulièrement différent. Donc la question du spectacle, c'est l'ambivalence, la quête identitaire. Donc voilà, c'est ce petit être qui, au fur et à mesure qu'il s'expose, qu'il se livre, qu'il se raconte à nous, on découvre qu'il a un passé qui a été fortement traumatique et donc à partir duquel il s'est reconstruit. Et il a construit tout un univers comme une bulle qui est traversée par des images féminines au parcours accidenté, dont justement la féminité a été soit bafouée, soit meurtrie, soit délaissée. Et à l'intérieur de cette bulle où il est très solitaire, il y a une présence très forte qui est celle d'une poupée qui est très atypique. On pourrait dire que c'est l'anti-doudou, parce qu'elle a un visage... c'est Satan. C'est Satan. C'est le diable, oui. Oui. Enfin, c'est la part d'ombre. Oui, c'est la part d'ombre, peut-être. Mais en fait, je pense que c'est le pendant de Liso, c'est son double enfant. Donc c'est peut-être effectivement ce qu'il y a eu de diabolique ou de diabolisé dans son enfance. Et donc cette poupée au visage effrayant, parce que figée, aux doigts écartés comme ça, comme si elle appelait au secours, devient son référent affectif, amoureux, et j'irais même jusqu'à dire cristallise toutes ses pulsions débridées sexuelles. Avant de voir un extrait de votre spectacle, une question sur la juxtaposition quasi systématique dans votre texte de l'horreur et de l'ironie. Ça peut être le viol de l'enfant, ça peut être les douleurs de la prostituée. Dans le texte, on passe quasiment immédiatement de la crudité la plus difficile de la vie à une ironie, enfin une légèreté, donc à une ironie. Parce que je sais pas, j'ai envie de réfléchir un peu sur ce qu'on appelle, je crois, le phénomène de résilience. Donc comment, à partir d'événements majeurs extrêmement traumatisants, on peut se reconstruire et on peut être dans la vie. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur l'introduction de l'auteur de votre livre, j'ai oublié. Charles Julier. Voilà. Tout ce qui n'est pas dit et avec quoi on doit se débrouiller finalement pour arriver à grandir et être dans la vie. Et... donc l'horreur, l'humour et l'horreur, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de complaisance à avoir. Gros boulot aussi passez-moi l'expression, mais gros boulot de comédienne, travail sur le corps, passer du petit enfant à l'adulte, travail sur la voix, même chose, dans un laps de temps extrêmement réduit. Oui, travail tout court, je vais répondre. Travail tout court, travail d'actrice. Extrait de votre spectacle.
Non, j'ai pas honte. Honte de quoi d'abord? Honte de quoi? Je suis seule avec ma chatte. Ma petite chatte. Je caresse ma chatte toute la journée. Elle ronronne. Elle ronronne bien. Au moins, elle n'a pas oublié ce que c'était que de ronronner. Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu peux savoir avant? Ouais, j'étais pute. Travail sur la vif, sur l'écorchure. Vous disiez tout à l'heure sur la résilience. Est-ce qu'on sort du... Je ne sais pas, j'ai assisté à votre spectacle, je ne sais pas si on en sort plein d'allégresse comme on peut sortir du livre de Michel Lien. On sent encore, la douleur est à vif encore, il y a la cicatrice. Chez moi? Pas chez vous, chez les personnes, chez l'ISO. Chez l'ISO, oui. Elle n'est pas guérie. Elle Non, n'est pas entrée dans la vie. C'est ça, c'est-à-dire que l'ISO, c'est comme une boucle, en fait. C'est un être qui fonctionne différemment, donc par cycle très court, et qui tourne en boucle. C'est un obsessionnel, finalement. Il essaie de se sortir de l'enfermement dans lequel il est, de ce corps totalement meurtri. Alors, bon, vous me posez la question, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas pu se développer, surtout. Donc, qui est dans le déni de son corps, le déni de son être, et qui a dû forcément, par donc ces faits qui ont laminé son enfance, se protéger. Donc, la femme qu'il aurait dû être n'a pas pu s'épanouir, et pour se protéger, il a... C'est recroquevillé. Voilà, il s'est recroquevillé. Question plus générale sur votre travail aujourd'hui et sur votre exigence. Oui. Dans le monde actuel, comment est-ce qu'on réussit à faire passer cette exigence? Comment est-ce on réussit à la produire? C'est difficile? C'est-à-dire ma démarche et comment me produire? Oui, c'est très difficile parce que... Bon... Je vais faire tomber les foudres sur moi. Non, mais jouer dans un théâtre, notamment à Paris, c'est pas tant difficile quand on a l'argent pour payer la salle dans laquelle on va jouer, quoi. Donc, il y a encore des salles qui ont déjà une démarche artistique, donc qui prennent le temps d'auditionner, de rencontrer les artistes et de prendre le risque d'être coproducteur, co-réalisateur, ou en tout cas de demander un minimum. Sinon, oui, il faut trouver des salles à 200-300 euros la soirée. Ça, on peut jouer. Hein. Donc, effectivement, c'est difficile parce que... Surtout quand on a un texte aussi exigeant que le vôtre. Hein. Mais on est heureux de vous accueillir et on est heureux de saluer ce spectacle. L'ISO, c'est jusqu'à la fin de cette semaine à Paris, au Zanzibar Hotel. Oui. Merci beaucoup. Et on attend la suite des aventures, si tant est que ce soit une aventure, mais la vie est une aventure, de l'ISO. On continue dans l'actualité culturelle avec la deuxième édition du festival La Fête du Cours de Valloire. Valloire, c'est en Savoie. À Valloire, en Savoie, il y a un cinéma qui a 40 ans d'âge et qui a toujours eu l'habitude de diffuser des courts-métrages. Et cette année, premier prix ex aequo, c'est le dossier Satchel de Gauthier Abou, et un deuxième cours, deuxième ex aequo du Grand Prix,
maîtrise, ça s'appelle Whodunit, de Gildas Le Paul. Nous sommes dans un hôpital et des choses extrêmement bizarres se passent dans cet hôpital, puisque dans une certaine chambre, il y a récurrence de morts violentes. Extrait de Secours. Fibrillation ventriculaire, on le perd, Chantal, on le perd. Allez, en champ 400. Chargez! On dégage! Merde. Adrénaline, Chantal, 5 mg. Et bordel, Chantal, qu'est-ce que vous branlez avec l'adrénaline? Ça vient, oui ou merde? Oh, ça va, Mudin, hein. Si vous vous trouvez viril en braillant comme ça, je tiens à vous dire que c'est complètement raté. Putain, Chantal, ça fait 3 fois que je vous le demande. On vous a greffé des moufles, hein, c'est pas possible. Merde. Bon, heure du décès, 7h42. Vous notez, Charline? Tout à fait. Ça va aller, Méda, ça va aller. Vous allez finir par lui casser une côte à ce pauvre malheureux. Je crois que j'ai tout essayé, Pradier. J'entends bien, Méda. J'entends bien. Chambre 237, j'espère que vous aurez l'occasion de voir un jour ce court-métrage dont je ne vous révélerai pas la fin, mais elle est assez surprenante et elle est drôle. Whodunit, donc c'était le Grand Prix ex-aequo du Festival de Valloire, dont le président d'honneur était cette année Georges Lautner. Il y a également en DVD la sortie cette semaine de Adieu. C'est un film de Arnaud Despalières avec Lonsdal, Gournay, Lucas et Clément. Ce sont deux histoires croisées. C'est celle d'un homme qui fuit son pays et c'est également celle d'une famille qui enterre l'un des siens. Maîtrise du scénario, de la mise en scène et de l'image, interprétation exemplaire, avec à noter spécialement dans ce DVD des bonus, courts-métrages sur la manière de faire et interview du cinéaste. Extrait de ce film d'Arnaud Despalières. Comment va ton père? Pas très bien. Pourquoi vous me dites pas ce que vous avez demandé? Si tu le recevais pas. Mon père, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un Dieu? La foi? Oui, à part la foi. Il y a la preuve ontologique, l'argument de saint Anselme selon lequel, si un tel être peut être imaginé... Pourquoi est-ce que les hommes souffrent? La moindre contraction de douleur menace l'existence de Dieu. C'est même la principale raison de l'athéisme. La preuve ontologique, c'est une preuve? C'est un argument. Mais des preuves, il y a des preuves de l'existence de Dieu? Il y a des arguments. C'est au cinéma, en circonstance, c'est en DVD. Littérature pour terminer l'émission avec le magazine littéraire. Je disais tout à l'heure, c'est Freud à la une. Et Mine, vous avez demandé à Philippe Ségur de bien vouloir venir nous rejoindre. Pour Seulement l'amour. Alors je dirais que Philippe Ségur est un romancier de la schizophrénie, pas de la maladie, mais en tout cas de l'expression telle qu'elle est devenue populaire aujourd'hui. Pourquoi avoir demandé à Philippe Ségur de venir nous rejoindre? Déjà parce qu'il y a en même temps que sort Seulement l'amour chez Buchet-Chastel, sort Poétique de l'égorgeur donc en poche. Et ce qui m'intéressait, c'était que pour moi, ces livres représentent une face noire et une face blanche d'une même réalité finalement. Alors, bon, Seulement l'amour repose sur une histoire assez simple. On a un neuropsychiatre de 44 ans, Hippolyte Sicher, qui mène une vie tranquille et plutôt terne, parce que sa vie, en fait, s'est brisée 20 ans plus tôt. Réussie mais chiante. Voilà, très emmerdante même. C'est cela parce que 20 ans plus tôt, il aimait une femme à la folie, ils étaient faits l'un pour l'autre, ils allaient se marier, et boum, le jour du mariage, il se barre, il se casse, il s'en va. Il ne sait pas pourquoi à l'époque il l'a fait, il ne le sait toujours pas aujourd'hui. Et à la suite
on va dire de coïncidence, d'incident, il va découvrir qu'il a la faculté de remonter le temps et de revivre ces épisodes, mais en témoin, du moins au départ de ces événements. Et ce qui m'intéressait, c'est que d'un livre à l'autre, chez Séguier, on retrouve des thèmes. Donc, vous l'avez dit, la schizophrénie, le trouble identitaire, mais aussi la question du libre arbitre, quelle maîtrise l'homme a sur son destin, ou bien encore l'intrusion du réel et de l'imaginaire ou du surnaturel, l'intrusion de l'imaginaire et du surnaturel dans le réel. Mais cet homme ne fait pas rêver parce que il est chez lui et il se souvient qu'un jour il était sur la plage avec Mado et il va dans l'eau et il imagine qu'il va pouvoir rejoindre Mado, mais l'imaginaire intervient à tel point qu'il se passe ceci. Il boit une tasse, puis une autre. Sa gorge prend feu, ses poumons explosent. Il y a cette pensée, je vais mourir. Il tente de remonter, mais il a quitté le banc de sable et se trouve au-dessus d'une zone de dépression. Il n'a plus pied, il pousse avec sa jambe valide pour sortir la tête de l'eau. Il ne peut lâcher sa cheville. La douleur rayonne jusqu'au genou. Je vais mourir. Son visage émerge un instant. Il aspire l'air avec un cri rauque. Il sent une brûlure dans sa poitrine. De l'eau est entrée dans ses alvéoles pulmonaires. Il crache de toutes ses forces « Non, je ne veux pas ». Un peu plus loin, il se débat pour rester en surface. Son poids l'attire vers le fond. Il a encore le temps d'inspirer une fois, deux fois, et il disparaît sous les flots. Chapitre suivant. Le Kandinsky sur le mur réapparut le premier, puis le reste du mobilier de l'appartement. Le disque de Dépêche Mode tournait toujours sur la platine. Hippolyte, puisque c'est son nom, était allongé sur le canapé en cuir, les jambes flasques, les bras mollement étendus le long de son corps. Il avait 44 ans. C'était un dimanche de janvier comme un autre, en début d'après-midi. Philippe Ségur, vous avez comme avec les histoires que Cid raconte à ses enfants dans Poétique de l'égorgeur, vous avez quand même cette incroyable facilité à faire que le rêve devienne réalité. Oui, parce que je pense que l'écriture, c'est aussi un travail de visionnaire. Non pas au sens prophétique, mais au sens où l'auteur fait partager au lecteur ses visions. Ici, ce qui m'intéressait avec Seulement l'amour, c'est de pousser au fond la nostalgie au bout de sa logique et de faire accomplir à ce personnage le rêve de tout nostalgie qui se respecte, à savoir remonter dans le temps, revivre son passé, ici ses 20 ans, sa jeunesse, son premier amour. Ce personnage découvre cette faculté d'une manière accidentelle parce qu'il reçoit un choc émotionnel, parce qu'il écoute de la musique, qui est un vecteur de souvenirs important. Curieusement, lorsque j'ai écrit ce livre, c'était un travail spéculatif en quelque sorte sur la nostalgie. En cours d'écriture, je me suis demandé s'il y avait une explication médicale possible. Vous êtes malade ? Pardon ? Vous êtes malade ? Je ne pense pas, j'espère que non. Mais j'ai découvert qu'effectivement, il y avait une pathologie appropriée que je n'ai pas exploitée. Ce n'est pas le propos du livre, mais il existe un dérèglement pathologique de la mémoire qui s'appelle l'ecmnésie, qui pousse ceux qui en sont atteints à revivre d'une manière quasi hallucinatoire leur passé, des scènes de leur vie. Je dis quasi hallucinatoire parce que l'hallucination suppose que celui qui en est atteint ait la conviction de la réalité de ce qu'il vit, et surtout suppose une improvisation, une création dans l'hallucination, alors que cette pathologie-là, les médecins appellent ça de l'hallucinose, le patient sait que ce n'est pas la réalité, et pourtant c'est exactement ce qu'il a vécu, les personnes qu'il a connues, etc. Donc je veux dire par là que cette hypothèse, qui était une hypothèse vraiment spéculative, une fiction, initialement, qui me permettait de travailler sur le thème de la dualité, est théoriquement possible. Nous avons en nous une banque de données, c'est un fait, c'est une idée assez banale, disons, une banque de données, il suffit après tout d'en trouver la commande. Ce n'est pas Freud qui vous démentira. J'ai deuxième question qui a à voir avec ça et qui prolonge un peu ce que vous venez de dire. On a l'impression, dans vos romans, en tout cas dans ces deux que j'ai lus, qu'il y a en creux une critique de la société. Autrement dit, comme si vous disiez on ne sait pas vivre ce qu'on est, ou on ne sait pas vivre ce qu'on vit. Quelques lignes de Poétique de l'égorgeur. Qu'y a-t-il à espérer de ces relations cloisonnées, livrées toutes crues à la segmentation du marché ?
des to-be pour chaque partie de votre corps, des plasticiens, des coachs spirituels, des conseillers relationnels, des consultants en plan de carrière et maintenant des spécialistes de vos affects, des types qui vous aident à penser, à éprouver vos émotions, etc. etc., etc. Et on a l'impression que finalement, en posant la possibilité d'une maladie qui consisterait à vivre réellement ses rêves, c'est dire au lecteur, mais allez au fond et à fond de ce que vous êtes. Oui, se réapproprier la vie, c'est-à-dire se réapproprier d'une certaine manière le risque. Ce sont deux personnages dans ces romans, deux personnages qui considèrent l'un comme l'autre que vivre est dangereux pour la santé. Et au fond, ils sont l'incarnation d'une réalité très contemporaine qui nous met face à un dilemme atroce, hein, un double impératif contradictoire. Vivez, consommez, soyez heureux, et en même temps, surtout ne vivez pas, car c'est dangereux. Tout est dangereux. Et ces personnages ont intégré parfaitement cette contradiction et sont dans une situation explosive, l'un comme l'autre. Alors pour l'un, cette division va aller jusqu'à la destruction de l'identité, c'est de Poétique de l'égorgeur. Pour l'autre, il va y avoir une quête de réunification à travers l'amour. Mine ? Oui, c'est ça, ce que moi je me suis demandé en lisant ces livres, si vous ne les avez pas construits un peu en binôme, parce que d'un côté, on est dans le cauchemar, dans l'angoisse du futur, et de l'autre côté, en revanche, on est dans le rêve et plutôt dans la nostalgie du passé, on est dans les sentiments, alors que dans le premier cas, on est dans la violence, la noirceur et le sang. Et donc, est-ce que pour vous, c'est normal qu'il y ait eu cette évolution, on va dire, du noir au blanc, finalement, tout en conservant les mêmes lignes et les mêmes thèmes? Oui, ça s'est fait assez spontanément. Hein. En réalité, je ne dirais pas que c'est un plan conçu et que d'avance et que j'avais l'idée de Seulement l'amour lorsque j'ai écrit Poétique de l'égorgeur. Ceci étant, c'est vrai que l'amour, tel qu'il est envisagé là, c'est la recherche de l'unité perdue. Une vieille idée. Et ce personnage qui est divisé avec lui-même, qui va découvrir dans Voyage dans le temps que finalement, celui qu'il a été à l'âge de 20 ans ne correspond plus à celui qu'il est aujourd'hui et que, par conséquent... Quelle chance Quelle chance, oui, quelle surprise surtout. Pas si facile d'avoir 20 ans quand on en a en réalité 20 de plus. Et ce personnage, donc, fait la découverte de cette dualité qui est en réalité une multiplicité. Hein. Le moi évolue sans cesse au fil des jours, des années. Et en même temps, il va aller, ou tenter d'aller vers l'unité, l'unité amoureuse, cet amour romantique qui se nourrit des contradictions, des obstacles qui se dressent devant lui, et en particulier l'obstacle du temps, hein, c'est vraiment le sujet ici, jusqu'à découvrir une forme d'élargissement. Mais est-ce que vous ne diriez pas que d'une certaine manière, ces personnages, c'est également des figures de l'écrivain? Parce que dans tous les cas, cette schizophrénie, elle reflète finalement le double de cette histoire, c'est peut-être vous aussi. C'est toujours... Ils se mettent toujours à écrire d'ailleurs, tous vos personnages, à un moment ou à un autre, de manière concrète, voilà, plus ou moins. Ou bien métaphorique. Parce que revenir en arrière et réimaginer notre vie, c'est typiquement une posture d'écrivain. Oui, mais y a-t-il une littérature qui ne soit pas autobiographique en tout ou partie? Vous savez ce que disait Nietzsche, je ne lis que ce que quelqu'un a écrit avec son sang. Et je crois que c'est vrai, c'est une opinion que je partage en tant que lecteur et en tant qu'auteur aussi. Donc il y a forcément une partie très, très, très personnelle, en ce sens qu'il y a une exploitation d'émotions vécues et de virtualités qui sont poussées, qui sont développées à travers les divers personnages. Seulement l'amour, chez Buchet-Chastel, j'ai toujours eu du mal à prononcer le nom de cet éditeur qui est très bon par ailleurs. Mine, un mot sur une nouvelle collection. Biographie, c'est Gérard de Cortance, dirigé par Gérard de Cortance, c'est chez Folio. Alors, donc, il y a une collection qui a été créée chez Gallimard, donc les Folio Biographies, par Gérard de Cortance, qui est lui-même écrivain. D'ailleurs, il sort un roman, Laura, chez Plomb. Alors, il est aussi biographe d'Hemingway, de Saint-Proun. Et donc, il a sorti un ensemble de biographies. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. On a aussi bien Virginia Woolf, on a Billie Holiday, on a Modigliani, on a Balzac. On les a tous là. Billie Holiday, Jules César. Jules César. On a Pasolini, on a, je crois que j'ai tous dit, James Dean, est-ce que je l'ai dit? Oui, James Dean, voilà. James Dean. Voilà, donc ça emprunte aussi bien au monde du cinéma, au monde de la littérature qu'à l'histoire proprement dite. À chaque fois, le principe, c'est que c'est des
petite biographie, donc moins de 300 pages. C'est très accessible, c'est très bien documenté, et c'est vraiment une piste idéale pour ceux qui souhaitent ensuite explorer les œuvres des uns et des autres. Je dis simplement 2 mots sur les principes qui ont présidé à chacun des livres. C'est la psychologie, un certain esprit scientifique, et de préférence une correspondance aussi assez étroite entre le biographe et son sujet. C'est-à-dire que c'était à chaque fois des passions pour chacun de ceux à qui on a demandé ces biographies. Merci mesdames. Merci messieurs d'avoir accepté de venir dans cette émission. Publié aux éditions Ouest France, Emmanuel Guibert, le pavé de Paris et la campagne à la mer, dessin de croquis. Je voulais vous signaler aussi, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais un texte magnifique de Joyce Carol Oates qui s'appelle Chute, publié chez Philippe Ray. Et Chute a eu le prix Féminin étranger. J'avais oublié de vous le signaler, mais il semble que ce soit, enfin de mon point de vue, c'est sans doute un des grands romans des derniers mois, voire des dernières années. En France, il y avait au 1er janvier 58 344 détenus pour seulement 51 252 places. Ça s'améliore un tout petit peu. Par ailleurs, je voulais déplorer que Clarence Allen a été exécuté il y a 2 nuits en Californie par injection létale. Arnold, le Californien, Schwarzenegger, a refusé sa grâce. Cet homme est passé de la chaise roulante à la chaise électrique. Il était gravement malade. Il était aveugle et il avait 76 ans. On l'a exécuté quand même. La peine de mort n'a donc toujours pas été abolie aux États-Unis. Merci, à la semaine prochaine. On se quitte avec Aldo Romano, 2e extrait de son album où il chante avec les clowns. C'est un titre de Gianni Esposito. Musique. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che t'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che t'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, porta iettatura? Ma che ci avete da ridere, porta iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas, almeno non ridete, au moins ne riez pas. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas, almeno non ridete, au moins ne riez pas. Allumez donc les lumières, puisque le clown est mort. Allumez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et puis applaudissez, admirez son effort.
Et puis applaudissez, admirez son effort. أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف